Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de l'actualité. Avec à la une alternative à l'essence, avec la flambée des prix à la pompe, certains automobilistes se tournent vers le bioéthanol moins cher. Mais est-ce une si bonne idée? Vosges Télévision nous donnera quelques éléments de réponse dès le début de ce journal. Quelles images ont les artistes, intellectuels, journalistes de notre pays? C'est la question posée par l'éditorialiste Yves Tréhard à 12 personnalités. Des entretiens riches réunis dans un ouvrage paru aux éditions du Rocher que nous fera découvrir Christophe Rigaud. Une immersion rare aussi dans ce journal, dans l'atelier du créateur Christian Louboutin. C'est là que lui et son équipe s'attellent à créer des talons uniques pour les clients et clientes, prestigieuses plutôt. Une plongée dans le secret Louboutin avec la rédaction de Monaco Info. Il est l'unique phare classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, le phare de Cordouan, est de nouveau ouvert au public. 9 années de travaux ont redonné sa splendeur au site, comme a pu le constater la rédaction de TV7 à Bordeaux. Comment réduire sa facture énergétique et ainsi faire des économies? Une question à laquelle sont confrontés de nombreux ménages depuis quelques semaines, et particulièrement les automobilistes. Car face à la hausse des prix à la pompe, certains sont tentés de se tourner vers de nouveaux carburants. Et à ce jeu-là, le bioéthanol a de quoi séduire, vous allez le voir, avec son prix compétitif. De nombreux Français n'hésitent pas à installer un kit nécessaire pour ce carburant sur leur voiture. Mais est-ce vraiment une bonne idée? Élément de réponse avec Hélène Leplat de la rédaction de Vosges Télévision. Regardez. Avec la flambée des prix à la pompe, nombreux sont ceux qui cherchent une alternative. En dessous de 1 € le litre, l'éthanol en tente plus d'un. Boom exponentiel de la demande d'installation de boîtiers bioéthanol qui permettent de modifier un moteur essence et ainsi changer de carburant. Les informations du fabricant lui-même, 600% de commandes en plus. Et nous, à notre niveau, on va dire, on va pas exagérer, c'était 4 fois, 5 fois plus que la normale. Pour répondre à la demande, ce garage a décidé de former un mécanicien. Il lui faut environ 3 heures pour adapter un véhicule. On fait attention à l'emplacement du boîtier. Il ne faut pas qu'il soit près d'une source de chaleur. Et pour les faisceaux, c'est pareil, il ne faut pas que ça soit près d'une source de chaleur. Si c'est un hybride, il ne faut pas que ça soit près des fils haute tension. Conclusion, sur la vingtaine de garages contactés, seuls 3 proposent ce service. À noter que 20% du parc automobile pourrait supporter ce type de modification. L'importance, c'est déjà voir l'état du véhicule. Parce que des véhicules, forcément, qui ont X kilomètres, on ne prendra pas le risque de poser. Parce qu'on peut aussi susceptible d'avoir une usure déjà anormale du véhicule. Mis à part Ford, la plupart des constructeurs ne développent pas de véhicules à l'éthanol intégré. Cette concession reçoit des directives qui incitent à la méfiance, allant jusqu'à annuler la garantie constructeur en cas de modification. On modifie quand même le véhicule, on modifie les informations de la carte grise, donc c'est quand même pas neutre. Une transformation, ça vaut entre 700 et 1500 sur certains modèles. Si l'éthanol est si attractif à la pompe alors qu'il coûte plus cher à fabriquer, c'est qu'il n'est presque pas taxé. Créé à partir de productions agricoles, betteraves et céréales pour 85%, il rejette peu de CO2, une vertu mise en avant par les pouvoirs publics. La région Grand Est fournit une aide de 550 € pour des véhicules qui ont plus de 4 ans. Coût moyen en règle générale, c'est 800 €. TTC, avec la pause et le kit. Donc avec l'aide de la région, normalement, donc ça revient à peu près à 250 € de la poche du client. Plus de 3 semaines après la levée des principales restrictions et alors que sa circulation est encore active, le coronavirus semble être un lointain souvenir pour de nombreux Français. En Martinique, les habitants sont de retour en masse dans les bars, dans les boîtes de nuit depuis la fin du couvre-feu, le 1er avril dernier. Celui-ci était en vigueur depuis le 13 juillet 2021, soit pendant plus de 8 mois. Une libération bien sûr, et forcément les professionnels de la restauration, de l'événementiel sont contents. Les Martiniquais, eux, sont heureux de se retrouver pour faire la fête. Un sujet de ATV Martinique sur place. À l'occasion de la fin du couvre-feu, ces rugbymen venus tout droit de Saint-Barthélemy viennent profiter de l'ambiance martiniquaise. On est venu ici parce que déjà c'est la fin du couvre-feu et qu'on a joué un match qui était important car on vient de Saint-Barth. Fini le couvre-feu à 22 h, on revient sur les horaires habituels, ce qui permet par exemple d'enchaîner les événements. Ce soir, je sors d'une soirée slam au Saint-Esprit. Maintenant, je suis ici pour pouvoir danser, me libérer un peu, profiter de la musique. Et c'est vrai que ça nous a manqué. Ça fait tellement partie de notre
notre culture, mais même sans ça, on a besoin de ça. En vigueur depuis le 13 juillet 2021, soit plus de 8 mois, la levée du couvre-feu est une véritable libération pour les professionnels du monde de la nuit. Un soulagement, oui, bien sûr. C'est autant pour nous que pour les clients. Donc de ne plus avoir cette pression de dîner rapidement, de venir s'amuser rapidement. Donc, et en plus de ce soulagement humain, je dirais aussi financier, car malgré les aides de l'État aujourd'hui, on avait du mal, bien sûr, à finir les mois, avec des couvre-feux en dents de scie. La plupart de mes confrères, on se retrouve dans la même situation, on n'était pas prêt à ça. Donc beaucoup de demandes, beaucoup de réservations, mais pas assez de staff malheureusement, parce que beaucoup de personnel soit en fait des reconversions. Et la semaine prochaine s'annonce encore plus chargée, avec cette fois la suspension du pass sanitaire. Thierry Baudet était l'invité de l'émission Face au territoire, jeudi sur TV5 Monde. Le président du Conseil économique, social et environnemental, le CESE, la 3e Assemblée française, a notamment évoqué le rôle que devraient jouer les territoires durant le prochain quinquennat. Écoutez ce qu'il a dit. 175 membres qui sont originaires de toutes les régions françaises, on peut le dire. Les territoires ultramarins qui nous écoutent sont évidemment eux aussi représentés au sein du Conseil économique, social et environnemental. Oui. C'est une spécificité, 6 membres pour représenter les territoires ultramarins. Mais comme vous l'avez dit, les organisations qui sont présentes sur l'ensemble du territoire national désignent des membres venant de tout notre pays, à la fois dans l'Hexagone et dans les territoires ultramarins. L'émission Face au territoire avec Thierry Baudet, le président du Conseil économique, social et environnemental, est à voir ou à revoir sur les sites internet de TV5 Monde, de Nice Matin, de Ouest France et de 20 minutes, les partenaires de cette émission. Le reste de l'actualité marqué ces derniers jours par des températures glaciales sur une bonne partie de la France. Même si les températures sont remontées ces derniers jours, les conséquences de cette vague de froid éclair sont importantes sur les cultures. Les arboriculteurs notamment touchés dans le sud-ouest de la France. Exemple à Moissac dans le Tarn-et-Garonne où ce producteur estime avoir perdu près de 70% de sa récolte de prunes. Une mauvaise nouvelle évidemment qui s'ajoute aux pertes déjà constatées l'an dernier. Pour lui, le dérèglement climatique est en cause. Écoutez-le au micro de Jean-Marc Lucas pour Via Occitanie. Là, vous voyez ces 2 prunes là, vous voyez comme elles sont noires, elles sont gelées. Celle-là, vous voyez qu'elle est verte, elle n'est pas gelée. Toutes les prunes qui étaient sorties de coiffe sont gelées. Il y a 8 jours, on avait 22-23 degrés pendant 8 jours. Alors la végétation a explosé et après c'était du froid qui arrivait du nord de la France. C'était pas des gelées de matin, c'était des gelées noires qu'on appelle. Et là c'est des gelées catastrophiques pour nous. Un froid dévastateur pour ce producteur d'Occitanie qui concerne aussi bien d'autres territoires. Dans l'Aube par exemple, les vignes de Champagne ont subi elles aussi les effets du gel. Alors pour tenter de limiter les dégâts, certains producteurs ont recours à la méthode dite de l'aspersion. Celle-ci permet, comme vous le voyez sur ces images de nos partenaires de l'Est Éclair, de créer des poches de glace autour des bourgeons et d'éviter ainsi leur gel durant la chute des températures. Tout à fait autre chose à présent dans ce grand JT des territoires. Connaissez-vous la Dole-thérapie ? Ce nom ne vous dit peut-être rien, pourtant sa pratique se répand dans les établissements pour personnes âgées. Le principe est simple, susciter des émotions chez les patients atteints de troubles cognitifs grâce à l'usage de poupées ultra réalistes. Ces résultats sont immédiatement visibles sur les concernés. Regardez cet exemple dans un EHPAD du Mans avec ce reportage de Diane Lemoisson pour LMTV dans la Sarthe. C'est un joli moment inattendu, plein de douceur, qui a été proposé ce lundi à l'EHPAD public Irène Joliot-Curie du Mans. Avec des résidents atteints de troubles cognitifs type Alzheimer, l'approche non médicamenteuse est privilégiée. On multiplie donc ici les biais de médiation comme les animaux, les robots ou les stimulations sensorielles. Aujourd'hui, c'est l'approche avec des poupées qui est testée, la Dole-thérapie. Les effets, ils sont révélés dans le cadre des études, mais ils sont vraiment visibles au quotidien, mais tout de suite. Il y a des soignants qui pleurent vraiment en voyant la réaction de certaines personnes. La réaction, c'est l'étonnement, la surprise, l'émerveillement, le bien-être, la détente et puis le fait de parler beaucoup aussi, de trouver les mots, des mots qui sortent tout seuls alors qu'il y a des personnes qui ne parlent plus depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Je l'appellerai bien André parce que mon frère s'appelait André, alors moi je l'appelle André.
Les poupées réalistes sont peintes à la main par Adeline, à partir de moulages de vrais bébés. Si ici on pouponne volontiers, il n'est pas question d'infantilisation. On n'invite pas une personne à jouer à la poupée quand on lui présente une poupée. Pas du tout, ça n'a rien à voir. Ici, une poupée, aussi belle soit-elle, n'est pas un jouet. C'est un objet qui attire l'attention et qui génère des émotions, des souvenirs et qui est vecteur de lien social. Et à travers cette poupée, il peut se passer plein de choses à partir du moment où la personne est intéressée et où elle est sensible à l'approche. Du rire, des larmes, beaucoup d'émotions en tout cas. Les résidents sont repartis ravis de cette expérience. Voilà des images touchantes venues du Mans, non sans lien avec une autre initiative déployée cette fois-ci en région parisienne envers les plus petits. Dans les Yvelines, des étudiants en médecine ont rencontré des enfants et leurs nounours le temps d'une consultation. L'objectif, désacraliser le monde de la santé grâce à la prise en charge de leurs peluches. Les tout-petits se sont vus aussi remettre un certificat de nounoursologue, un sujet et une nouvelle profession expliquée par la rédaction de TV78 dans les Yvelines. Il est malade? Il a eu quoi? Il a trop mangé de bonbons. Tichou est un petit patient un peu étrange. Il fait partie des nombreuses peluches aux maladies imaginaires venues accompagnées de leurs amis, de jeunes enfants de 5 ans. Tu entends son cœur qui bat? Ça veut dire qu'il est bien vivant. Ils arrivent, ils nous disent le nom de leur doudou, leur âge, leur taille, etc. On prend les constantes, on les pèse, on leur demande quelle maladie ils ont. Puis après, du coup, on va soit pouvoir les emmener au bloc opératoire, où ils vont pouvoir s'habiller un peu comme les vrais chirurgiens. Puis on va leur montrer des soins qu'on peut faire pour soigner le doudou. Après, on les amène à la pharmacie. Donc là, on a fabriqué des petits médicaments des faux pour qu'ils puissent vraiment prendre conscience de ce que c'est un médicament. La salle du Vieux Marché à Jouy-en-Josas a pris le temps d'une journée l'allure d'un hôpital pour nounours. Une quinzaine d'élèves en deuxième année de médecine à l'université de Saint-Quentin en Yvelines organisent ces sessions dans plusieurs villes des Yvelines chaque année. Une façon pour les enfants de découvrir le monde médical d'une autre façon. On va endormir Doudou, comme ça il aura pas mal pendant qu'on va réparer son bras, d'accord? C'est justement pour les sensibiliser déjà au milieu médical, pour qu'ils aient moins peur, pour que quand eux ils seront amenés à aller chez le médecin, ils aient confiance. Parce qu'en général les enfants ils sont un petit peu effrayés, surtout par les blouses blanches parce qu'ils connaissent pas trop. Mais là le fait de les avoir vus en amont avec leur doudou, ça leur fera moins peur quand ils iront à l'hôpital ou même chez le médecin généraliste. D'accord, vas-y. Et pour les étudiants, de se former à communiquer avec les plus petits. On voit souvent l'adulte et je trouve ça hyper bien d'avoir un peu une approche avec les enfants parce que c'est pas la même chose. Ils comprennent pas pareil, il faut agir différemment. Et entre les différents mots attribués aux peluches par les enfants, une thématique semble revenir plus que les autres. En plus qu'il a le Covid. Il a le Covid en plus. Mais que personne ne s'inquiète, tous les nounours ont été soignés à la fin. Les enfants se sont vus chacun attribuer un diplôme de nounoursologue pour en témoigner. Un suivi des patients se fera ensuite dans leur classe avec leurs professeurs. En pleine campagne présidentielle, quelle idée se fait-on de la France d'aujourd'hui? La question mérite d'être posée. Elle est l'objet du dernier livre de l'éditorialiste Yves Tréhard, intitulé « Une certaine idée de la France ». Le directeur adjoint de la rédaction du Figaro s'est entretenu avec 12 personnalités du monde des idées, de droite comme de gauche. Un ouvrage passionnant qui nous livre 12 regards très aiguisés sur notre pays. Christophe Rigaud a rencontré Yves Tréhard pour évoquer avec lui son ouvrage. Regardez. Ils sont intellectuels, journalistes, artistes, et tous ont une certaine idée de la France, d'après l'expression du général de Gaulle, reprise par Yves Tréhard pour sa série d'entretiens diffusée par la chaîne parlementaire. Aujourd'hui, ces rencontres font l'objet d'un livre. Et ce qui a surpris le journaliste, c'est l'optimisme de nos intellectuels. Ce qui m'a étonné, alors qu'on est dans une période où on est souvent très nostalgique du passé, un peu déprimé, eh bien, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que ceux que j'ai interviewés ne sombrent pas dans le pessimisme. Ils restent optimistes sur l'avenir et ils sont persuadés que la France, évidemment, a un rôle à jouer. Ils sont persuadés que la France a encore des ressources pour surmonter les difficultés et pour faire face aux défis qui se posent à elle en ce XXIe siècle. 12 regards sur la France qui vont au-delà des clivages politiques.
Ce clivage gauche-droite, il existe évidemment, il est toujours là, mais il est aussi, je dirais, accompagné, conjugué avec d'autres clivages qui sont des clivages plus ou moins, par exemple, on est plus ou moins ouvert sur l'extérieur. Vous en avez qui sont très centralisateurs, d'autres qui sont beaucoup moins. Derrière l'ouvrage d'Yves Tréhard, il y a une maison d'édition, les éditions du Rocher, qui défendent la place du livre dans le débat d'idées. Quand on voit la brièveté des messages sur les réseaux sociaux, la manière dont sont menés malheureusement beaucoup de débats télévisuels ou radiophoniques, on s'aperçoit que le livre reste quand même un outil privilégié pour exprimer une pensée, la développer, la construire et la faire partager. Je crois que le livre est un véritable outil pour se créer une réflexion de fond, pour créer une réflexion de fond, alimenter ce débat des idées. Et je crois que c'est un outil qui permet à celui qui l'utilise de rester libre face à l'argument qui lui est asséné. À l'heure où les Français s'apprêtent à élire leur président ou leur présidente de la République, ces entretiens peuvent aider le lecteur et le citoyen à aiguiser son esprit critique. Voilà, et aiguiser sa curiosité, cela passe aussi par l'apprentissage. Expliquer l'économie via de courtes vidéos, c'est l'objectif du concours 3 minutes pour comprendre. Un concours national organisé par l'Association des professeurs de sciences économiques et sociales, auquel participent des classes du lycée de Balagne en Corse. Après des semaines de création, 2 vidéos ont été sélectionnées et sont présentées sur YouTube. Le groupe dont la vidéo réalisera le plus de likes remportera ce concours aussi pédagogique que connecté. Propos et explications recueillies au micro de Pierre Pasqualini de la rédaction de Via Télépaésé en Corse. C'est un concours d'économie qu'on a réalisé grâce à notre professeur d'économie qui nous a proposé en octobre environ. C'est un concours national, donc c'est faire une vidéo sur une notion économique. On a choisi le protectionnisme, ça nous semblait attirant et puis c'était une notion qu'on avait très bien compris en cours, donc on pensait que la représentation en vidéo, ça serait pas un problème. Il faut tout préparer à l'avance et seulement ensuite passer à la vidéo et après au montage et aux voix off. On espère aller loin, on espère aller très loin, mais ça va être compliqué parce que on est devant des grands lycées, des très grands lycées en France. De l'économie au sport dans ce grand JT des territoires, en Savoie, 600 collégiens ont bénéficié d'une sortie scolaire pas comme les autres. Ils ont profité des joies de la glisse dans un bobsleigh sur la piste olympique de la Plagne. Rien que ça, à l'approche des Jeux olympiques de Paris 2024, c'est un événement qui a pour but de promouvoir les valeurs du sport en France. Récit de la journée à toute vitesse dans ce reportage de Lucas Ruche pour la rédaction de 8 Mont-Blanc. Une fois le casque enfilé, les voilà fin prêts. Ces collégiens savoyards s'apprêtent à dévaler les 1,5 km de descente de la piste de bobsleigh de la Plagne. Une fois lancé, le bob raft composé de 4 personnes prend petit à petit de la vitesse pour atteindre jusqu'à 80 km/h. Loin de leur salle de classe, ces élèves prennent rapidement goût aux sensations fortes. Et à l'arrivée, ils affichent tous un large sourire. C'était super bien, franchement, à refaire. Hein. Des sorties scolaires comme ça, c'est pas tous les jours et c'est bien d'avoir ça dans le collège. J'arrêtais pas de crier, tout le long j'ai crié le nom de ma copine. Invités par le département, ces collégiens ont participé à la première étape de la trace des champions. D'ici aux Jeux Olympiques 2024, 6 rendez-vous comme celui-ci seront proposés en Savoie. Les élèves ont d'ailleurs pu échanger avec certains athlètes olympiques, ravis de partager leur passion. Ils sont hyper contents, ils ont le sourire, ils sont motivés, ils sont intéressés, donc ça fait vraiment plaisir de faire découvrir notre sport. J'ai quand même bien des souvenirs quand j'avais 14 ans et quand j'étais au collège et je me dis ouais, je me serais bien marré quoi, venir avec mes potes, rencontrer des athlètes, c'est quand même une chouette expérience. Une chouette expérience qui s'inscrit dans la continuité de la politique menée par les deux Savoies avec le plan ski. Les projets ne s'arrêtent pas là. Le département réfléchit de façon encore plus avancée à une candidature pour l'organisation des JO d'hiver 2030. Elles sont devenues iconiques, connues aussi bien des femmes que des hommes. Les semelles rouges Louboutin fascinent depuis 30 ans le monde entier. Le travail du créateur Christian Louboutin sera l'objet de la prochaine exposition estivale du Grimaldi Forum à Monaco à partir du 9 juillet. En attendant l'été, la rédaction de Monaco Info a voulu en savoir un peu plus sur les secrets de fabrication des talons Louboutin. Elle s'est rendue dans son atelier parisien. Un reportage et un témoignage du créateur rare. Regardez.
Donnez à une femme les bonnes chaussures et elle pourra conquérir le monde, disait Marilyn Monroe. Qui n'a jamais rêvé, ne serait-ce que l'espace d'un instant, devant une paire de talons aiguilles siglés Christian Louboutin. En l'espace de 30 ans, le créateur parisien a réussi à imposer sa célèbre semelle rouge à travers le monde. Dès l'entrée de l'atelier, une forte odeur de colle s'y dégage. Sur les formes en résine, des noms bien connus, mais que l'on ne pourra pas dévoiler. On est à l'atelier où on fait des paires spéciales. Des paires spéciales, ça veut dire pour des clientes spéciales, mais ça veut dire pour des projets spéciaux, ça veut dire aussi pour les défilés. Donc voilà, tout ce qui n'est pas en série. Dans cet atelier, 5 paires de petites mains magiques travaillent pour créer le parfait soulier sur mesure. C'est une véritable expérience haute couture qui est réalisée ici. De la prise de mesure du client à la forme en résine qui reprend les particularités exactes du pied, jusqu'à la personnalisation à la main de chaque paire. L'atelier est niché derrière une imposante porte cochère de la rue Jean-Jacques Rousseau, une rue à laquelle Christian Louboutin est très attaché. Je m'y suis installé il y a exactement 30 ans, rue Jean-Jacques Rousseau, au numéro 19. Et puis ensuite, il y a eu le 21, il y a le 23, il y a le 25, il y a le 27, le 29, le 14, le 5, différents endroits. Mais plutôt que de changer, j'ai trouvé que c'était important de garder le lieu où tout a commencé pour moi, en tout cas au niveau de mon travail. Aujourd'hui, le créateur parisien possède plus de 145 boutiques à travers le monde. Véritable savoir-faire à la française. Depuis le début de l'aventure, Louboutin, chaque paire achetée est accompagnée de son pochon rouge et de sa boîte craft. Des éléments qui font l'histoire de la marque à la semelle rouge depuis 30 ans. Un travail d'exception qui continuera de faire rêver pour longtemps encore les passionnés de mode. Et notez donc dans vos agendas l'exposition consacrée à Christian Louboutin au Grimaldi Forum de Monaco à partir du 9 juillet. Celui-ci est à découvrir ou redécouvrir à présent. Le phare de Cordouan a rouvert ses portes au public en ce mois d'avril. Le site aux 20 000 visiteurs annuels quand même a été classé en juillet dernier au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les premiers touristes de la saison ont pu découvrir le phare rénové et embelli par plusieurs années de travaux. Un reportage avec Agathe Bilstein de la rédaction de TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Au milieu de l'estuaire de la Gironde, dressé sur son plateau rocheux, l'unique phare au monde inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Chaque année au mois d'avril, il rouvre ses portes au public. À peine arrivé au pied du phare de Cordouan, les réactions des premiers visiteurs sont unanimes. Le découvrir est juste merveilleux. Alors là, on a l'impression que c'est tout neuf, quoi. On a un petit peu de... Il y a une surprise qui est assez étonnante. Mais non, c'est magique, c'est un chef-d'œuvre, ça. Un chef-d'œuvre de 64 mètres qu'il faut préserver. Pendant 10 saisons d'affilée, chaque centimètre du phare, du bâtiment annulaire à la chapelle, en passant par la lanterne, ont été remis quasiment à neuf. Un défi pas facile à relever, mais nécessaire. Le but est d'entretenir avant de pouvoir restaurer. Et parfois, on est obligé de combiner les deux. Vous avez bien remarqué, évidemment, que les conditions sont très difficiles. On a du vent, on a du sel, on a la houle qui font que Cordouan n'est pas un bâtiment comme les autres. Il est en pleine mer. Et donc, on doit intervenir d'autant plus. Relever les pierres, les tailler, les sculpter, le travail a été colossal. Même s'il reste encore quelques finitions, le site a pu rejoindre la prestigieuse liste des biens inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour ceux qui ont travaillé sur le chantier, c'est un aboutissement. Savoir qu'il a été inscrit après qu'on ait passé 6-7 ans ici, c'est sûr que c'est glorifiant. Ouais. Cordouan, ça reste, je pense que toutes les personnes qui sont venues travailler ici l'auront en mémoire un sacré bout de temps parce que c'est un chantier hors norme. Des travaux continueront d'avoir lieu tous les hivers pour entretenir le site. Le phare qui brille depuis 1611 n'est pas près de s'éteindre. Restons dans le Sud-Ouest pour boucler ce grand JT des territoires avec à Toulouse le début de la 9e édition du Mr Freeze. Cette exposition géante d'artistes locaux, nationaux ou internationaux se tient jusqu'au 8 mai dans la Cité Rose. Les œuvres urbaines de 70 artistes y sont à découvrir. Cédric Lastour, alias Rezo, graffeur depuis 30 ans et président du festival, nous en dit un peu plus. Il est interrogé par Manon aussi du journal La Dépêche du Midi, nos correspondants sur place. On l'a divisé en deux parties bien distinctes. Une où on peut lâcher prise, sans risque. Et les seuls risques, on les a vitrés pour qu'il n'y ait pas de problème, mais où on est tranquille, il y aura un DJ au-dessus, on a mis les lumières qu'il faut, il y aura de la musique, on pourra et danser, et faire du sport, et regarder des spectacles.
Et l'autre partie où on va rentrer dans un contexte un peu galerie, plus cosy, où là on va rentrer un peu dans l'intimité du travail des artistes. Des artistes, il y en avait dans l'eau il y a quelques jours dans les Pyrénées-Orientales. Les plages de Barcarès accueillaient l'une des étapes du championnat du monde de kitesurf. L'occasion, vous le voyez sur ces images de nos partenaires Devia Occitanie, de s'émerveiller devant des acrobaties aquatiques et aériennes impressionnantes à tout point de vue. Certaines d'entre elles ont été exécutées à plus de 15 mètres de hauteur, tout simplement bluffant. Voilà, c'est la fin de ce grand JT des territoires. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite dans une prochaine édition. Au revoir à tous.